Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très atypique, l'homme sauvage en France. On pourrait l'appeler le Bigfoot français, d'une certaine manière. L'intervenant qui va suivre connaît très bien son sujet. Et les photos que vous allez voir sont très troublantes, je dois vous l'avouer. On finira l'interview en parlant du loup-garou. Mais surtout, j'espère que vous allez découvrir ce nouveau sujet, ici même, sur la chaîne Connexion Mystère. Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Dimitri, Bonjour, donc ravi de te recevoir ici sur la chaîne Connexion Mystère. ravi aussi. J'ai reçu un message de ta part qui m'expliquait que tu étais, enfin en tout cas que tu travaillais sur un sujet que tu appelles l'homme sauvage. Et alors je sais plus de quel coin il est cet homme sauvage, est-ce que tu peux me le repréciser? Alors, l'homme sauvage, on en retrouve après des témoignages en France, dans toute la France et dans tous les, on va dire, les massifs montagneux et forestiers. Alors, assez peu donc dans le nord de la France, tout ce qui est Bretagne, assez peu, mais on en trouve quand même beaucoup plus donc dans les Alpes et aux Pyrénées, plus précisément au Pays Basque. Et c'est de ça que je vais parler, du Pays D'accord. Basque précisément. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, tu vois, tu vas super bien le sujet. Parce que moi, je suis, on va dire, totalement vierge là-dessus. Je ne connaissais pas du tout le sujet de l'homme sauvage. Et donc, forcément, ça m'a titillé, ça m'a rendu curieux. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, il faut absolument qu'on en parle. Et c'est vrai que j'ai recherché un peu sur YouTube, j'ai rien trouvé. Donc, j'ai dit, allez, on fonce. Donc voilà, je suis content du coup de te recevoir ici. Donc, est-ce que tu peux donc nous parler de cet homme sauvage? Je te laisse faire. Voilà, en même temps, moi, je vais apprendre et je vais découvrir et c'est génial. Alors, l'homme sauvage, il faut savoir que c'est les premiers, on va dire, témoignages qu'on peut retrouver sous la forme de documents, si on peut dire, c'est avant l'histoire. On trouve des traces de l'homme sauvage à la préhistoire en France, dans la grotte d'Izouritz ou d'Iroutiz, je ne me souviens plus du terme, mais, enfin, de l'orthographe exacte, qui est une grotte dans le Béarn. Vous D'accord. retrouvez facilement sur Google, vous pouvez aller voir. On trouve des représentations de ces êtres mi-humains, mi-animaux, avec beaucoup de poils, un faciès assez étrange. Et les Romains, les Grecs, enfin à peu près toutes les civilisations qui sont passées sur le territoire qui est aujourd'hui la France ont parlé des satyres, des silènes, des êtres sauvages qui vivaient dans les bois. Et les Basques, donc, qui est un peuple assez particulier, parlent depuis ce qu'on appelle la préhistoire basque, d'un homme sauvage qu'ils appellent le Bassayon, ou Bassayona, Bassagion. On a plusieurs termes locaux, mais ça reste Bassayon pour le terme générique, et Bazendere pour la femelle. Et donc, cet homme sauvage, on en trouve beaucoup de témoignages, notamment à partir du Moyen-Âge, on a eu une augmentation, et jusqu'à nos jours encore, on en recense. En 2004, on a eu des cas de touristes dans la Drôme qui auraient vu, durant la nuit, qui auraient été importunés par un gorille ou un orang-outan de 2 mètres de haut. Et la gendarmerie a mené une enquête et aurait découvert des empreintes de primates de plus de 30 centimètres de long. J'ai essayé de voir si on pouvait trouver des photos, alors j'ai rien trouvé. Mais le rapport de police existe, lui en tout cas. Il y a le journal Le Dauphiné Libéré qui en avait fait un article à l'époque. En 2011, on a eu 2 témoignages. On a eu un témoignage en Isère avec des bûcherons. Il y a une vidéo qui existe sur YouTube d'ailleurs. Jean-Yves Grola en a fait
Il y en a fait une qui aurait vu un géant en Isère au sommet d'une colline de plus de 2,60 m de haut, selon les mesures de Grelin. On a eu aussi du côté espagnol, pendant la frontière française, on a eu une photo d'un sauvage par un père et sa fille de 14 ans d'un Bassayone, puisqu'on est au Pays Basque. Et récemment, j'ai fait l'affaire de deux témoignages de ma part, tous les deux au Pays Basque. Alors, un, c'est plus du côté Béarn, mais on reste donc dans la zone du Pays Basque. D'accord. Alors Dimitri, Euh, est-ce qu'on peut oui. apparenter ça à une sorte de Bigfoot français? Alors, dans une certaine mesure, oui, parce que, en fait, en cryptozoologie, pour parler de tous ces hommes, de ces humanoïdes sauvages, velus, on utilise le terme homme sauvage velu, abrégé en HSB, mais ce n'est pas la même espèce que le Bigfoot, en fait. Le Bigfoot, c'est vraiment une espèce que par les caractéristiques, que le Bigfoot est bien plus grand que bien qu'il y ait des hommes sauvages très grands qui ont été vus en France, le Bigfoot est bien plus grand, il a une tête pointue, il est plus gorillesque, enfin simiesque dans son faciès, comme le Yeti un peu. Le Bigfoot et le Yeti de l'Himalaya, c'est à peu près la même bête, mais l'homme sauvage qu'on retrouve en France, alors l'homme sauvage, je parle du grand homme sauvage de France, parce qu'après j'en parlerai, il y a le petit homme sauvage aussi. Mais le grand homme sauvage, lui, s'apparente à l'homme sauvage qui a été étudié par les soviétiques. Donc l'homme sauvage que moi j'appelle l'homme sauvage eurasiatique, on l'appelle comme on veut, il y a l'Almastie, il y a l'Almas en Mongolie, et qui est alors, légèrement plus petit, plus humain, qui serait un cerveau légèrement plus évolué, parce qu'il saurait notamment comment entretenir un feu, qui aurait la peau noire, il serait totalement nocturne, et oui, donc ce sont les soviétiques, notamment la chercheuse franco-russe Angie Kaufman, qui est morte très récemment à Paris, qui a recherché pendant des années en URSS et en ex-URSS ces hommes sauvages dans le Caucase, dans l'Oural. Enfin non, dans l'Oural, c'est son collègue qui allait, mais elle a étudié les cas dans l'Oural. Et c'est elle qui a donné la plus grosse bibliographie, en tout cas qui a alimenté les bibliographies sur ce sujet-là. Donc il faut, nous, on peut parler d'un genre de Bigfoot français, mais il faut plus se tourner pour comprendre le phénomène en France vers la bibliographie soviétique que vers la bibliographie américaine. D'accord. Oui, parce que moi, quand j'ai entendu homme sauvage, j'ai pas fait le rapprochement en fait avec voilà un gros singe ou un truc comme ça. Je me suis dit, c'est un homme qui vit dans les bois, dans les forêts du coin et qui voilà que des gens apercevraient de temps en temps. Et en fait, c'est vrai que quand tu m'as joué avec tes photos, là par contre, j'ai dit ah ouais, quand même, ça avait l'air quand même assez costaud, très large. Et c'est vrai que ça s'apparentait un petit peu à une sorte de grand singe ou on peut dire aussi Oui, gorille. c'est très simiesque par la démarche, par l'apparence générale, hein, comme tu as pu voir la forme, elle rappelle vraiment un gorille. Hein. C'est ça Oui, oui, oui. que j'ai pensé quand j'ai agrandi les photos, j'ai pensé au gorille. Et souvent, l'homme sauvage est d'ailleurs décrit, comme j'ai dit tout à l'heure, les touristes dans la Drôme qui ont été confrontés ont bien dit qu'ils avaient été confrontés à une espèce de gorille ou d'orang-outan. Ouais, Mais de ouais, 2 mètres, je c'est comprends le des rapprochement. Ouais. Et par contre, dans les témoignages qui sont par exemple du Moyen-Âge, là, on parle vraiment d'hommes sauvages parce que personne n'avait vu de singe encore à l'époque, ou quasiment personne. D'accord. Oui, parce que sur la photo, quand moi je l'ai vu, alors je mettrai les photos en même temps qu'on parle. Sur le moment, j'ai dit, ah, on dirait un singe. Mais après, je me suis dit, mais il est très large et il a l'air très grand. Et en plus, sur la photo, on dirait il est assis. Donc je me dis, s'il se lève, en fait, il est immense. Et il est vachement large. Alors, Donc ça peut pas être qu'un singe. les photos que j'étais passées, il n'était pas assis, il était debout. Mais en D'accord. fait, oui, c'est vrai, on m'a souvent souligné aux personnes que j'avais montrées, oui, on dirait qu'il est assis, mais en fait, il descendait d'une pente vers un ruisseau. D'accord. Bon, en tout Il est cas, ça caché n'empêche pas derrière que, les arbres. voilà, il donne vraiment cette allure très, ouais, costaud, quoi. Très large et Oui, oui. j'imagine très grand, du coup. Les témoignages s'accordent tous pour dire que c'est un animal très large avec une carrure qui peut parfois dépasser 1 mètre. Donc c'est une carrure énorme Ouais, oui, avec une très forte musculature. C'est un animal très large, très très large. d'accord. Et donc, tu as pu avoir des témoins là-dessus, avec qui tu t'es Alors oui, entretenu? Ouais. beaucoup. Alors j'ai surtout cherché donc dans les
Dans les bibliographies, il y a quelques personnes avec qui je suis entré en contact, notamment Christian Le Noël, ancien garde-chasse en Afrique, qui a écrit un livre que j'ai par là, La race oubliée, qui parle de ces hommes sauvages en France et qui a récolté beaucoup de témoignages. Alors, c'est surtout des témoignages historiques, parce que la plupart des témoignages, ils datent allez, jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Après, on a beaucoup moins. Mais jusqu'à la première moitié du XXe siècle, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, surtout dans les Alpes et du côté du Pays Basque. D'accord. Donc toi, tu penses que cet homme sauvage, euh, il serait plus dans l'Isère et côté basque? Ou est-ce que tu as eu des Alors, témoignages qui parlent peut-être d'autres endroits en France? l'homme sauvage, dans l'histoire, au départ, on en avait un peu partout, hein, dans les Vosges, le Jura, les D'accord, Alpes, Massif central, tout ce qui est le Gévaudan, et puis les Pyrénées. Et d'accord, quelques recoins un peu forestiers de la France. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, bien qu'on ait des petits cas spontanés, les zones rouges, les zones chaudes, se rejoignent plus du côté du Pays Basque, nord des Pyrénées, un peu plus minoritairement sur les Pyrénées plus au sud, et dans les Alpes, beaucoup en Isère, et dans la vallée du Valgo de Mar, c'est ça, c'est dans les Hautes-Alpes. d'accord, Et alors, après, je parlerai, c'est mon ami Valentin Barbero qui travaille et qui, lui, a beaucoup de témoignages et qui lui-même a été témoin dans les Vosges alsaciennes. Donc, il y a aussi une petite concentration dans les Vosges alsaciennes, mais c'est pas autant aussi dense qu'au Pays Basque et en Isère. Pays Basque et Isère, c'est vraiment les deux points forts en d'accord. Ouais, il concentration. vit dans des coins vraiment bien reculés, à l'abri des regards, quoi. Totalement ça, et puis en plus, cet être, c'est un être nocturne. Quasiment 80% des témoignages, je dis ça comme ça, mais on doit s'en rapprocher, c'est de nuit. D'accord, Et, dans les yeux, c'est-à-dire il aurait des yeux qui brilleraient au contact de la lumière la nuit, ce qui est une caractéristique des animaux nocturnes, qui ont des visions nocturnes, comme le renard. Donc ça serait vraiment une bête taillée pour vivre la nuit. d'accord. Donc encore plus à l'abri des regards, du coup. Ah oui, encore plus. C'est vraiment un sujet très intéressant et voilà, je le découvre que maintenant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu beaucoup de travail de ta part là-dessus, hein. Ah, ben, je m'y intéresse depuis que mon grand-père m'avait offert un livre. Je vous dis par là, tiens, je l'ai là. C'est un livre de Richard Denolan, un français. C'est oula, Sur les traces du Yeti et autres créatures clandestines de Richard Denolan. Il avait trouvé ça, il me l'avait donné. Et donc à 9 ans, je commençais à lire c'est un gros livre, hein. Sur les traces du Yeti et autres créatures clandestines de Richard Denolan. Et j'étais dans les Alpes à ce moment-là, dans les Alpes-Maritimes, au Mercantour, et puis je me disais, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas dans nos montagnes, nous, hein, de ces fameux Yétis dont il parle dans le livre? Et puis au fur et à mesure des années, j'ai commencé à essayer de me renseigner, parce que j'étais curieux, et je suis tombé sur les bibliographies de Christian Le Noël, et de plusieurs autres chercheurs, enfin, Philippe Coudray, qui est quelqu'un qui est allé chercher le Bigfoot avec une association belge plusieurs fois, on a notamment parlé. Et comme je disais, oui, il y a plus de il y a des gens qui sont intéressés en France, paradoxalement, qu'en Italie et en Allemagne. Parce que j'avais aussi D'accord. cherché des chercheurs en Italie et en Allemagne. Il y en a quelques-uns en Allemagne, en Italie, j'ai presque rien trouvé. J'ai trouvé, je suis remonté, donc, et avec les archives, Christian Renoir a fait un extrêmement bon travail d'archives. On peut, oui, on peut dire qu'on a plusieurs centaines de témoignages sur l'homme sauvage qui s'étalent d'à peu près la moitié du Moyen Âge, parce que avant ça, c'est des témoignages qui sont plus, on va dire, mythiques, avec des éléments un peu farfelus qui sont greffés. Les témoignages sérieux arrivent, on va dire, à peu près du XIIe siècle, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines de témoignages sur le territoire français. D'accord. C'est quelque chose de sérieux. Ouais, donc c'est ton grand-père qui t'a donné cette envie voilà, de pousser un petit peu le sujet et d'aller plus loin, quoi. Oui, oui, absolument, c'est ça. D'accord, c'est une belle histoire, hein. Et d'accord. Et là récemment, est-ce qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées, qui se sont révélées là-dessus? Parce que moi j'ai vu tes photos. Est-ce que tu es parti en expédition récemment
pour Alors, trouver la cette dernière fois, créature? la dernière fois où je suis parti vraiment en expédition, c'était l'été dernier. Et c'est là où j'ai enregistré un cri D'accord. que j'avais upload sur ma chaîne YouTube. Un cri qui me paraîtrait être celui d'un homme sauvage. Et j'avais aperçu une silhouette. Mais c'était au bout de 2 jours. Parce qu'en fait, il faut savoir que la cryptozoologie, ce n'est pas juste aller dans un coin où il y a eu des témoignages et espérer tomber sur quelque chose. En fait, il y a des techniques, surtout pour l'homme sauvage, il y a des techniques qui permettent, on va dire, pas de rentrer en contact, mais de faciliter le contact avec. Parce que l'homme sauvage, ça a beau être plus une bête qu'un homme, on cherche quand même une bête quasi humaine, Oui. qui sait qui sait vivre avec les hommes, parce qu'on a beaucoup de témoignages d'hommes sauvages qui ont vécu avec les hommes. Donc c'est une bête quasi humaine, notamment avec les techniques de coups dans les arbres, on dépose de la nourriture à un endroit. Et au bout de 2 jours, donc là c'était plus du hasard, parce que normalement il faut plus normalement. Alors j'ai aperçu une silhouette, alors c'était très rapide, je peux pas dire ce que c'était, mais ça me paraissait marron et j'ai vu des cheveux. D'accord. Et ça me paraissait très large. Et c'était en contrebas dans la vidéo où j'ai enregistré le cri. On voit les buissons en contrebas où j'ai vu la silhouette partir. Alors, je ne pourrais pas dire ce que c'était, je n'ai pas eu le temps de faire une photo ni rien. Par contre, le cri qui a dû se manifester environ 40 secondes plus tard, c'est un cri très puissant. Alors, ça ne pouvait pas être un homme qui me faisait une farce, on va dire. Alors, qui foutre quoi que ce soit dans un endroit totalement paumé c'était pas au Pays Basque, c'était au Béarn, qui répondait comment il aurait su que je cherchais l'homme sauvage. Pour moi, ça me paraît pas du tout crédible que c'était quelqu'un qui venait me faire une farce. Mais ce cri était extrêmement puissant, c'était pas un homme qui pouvait le pousser. On m'a dit que ça pouvait être un cerf, mais j'ai déjà entendu beaucoup de cerfs, ça n'y ressemble pas tellement. D'accord. Ça fait penser un peu aux vocalises du gorille, mais c'est quelque chose de différent encore, c'est plus humain. D'accord. C'est un mélange de cris de gorille et de cris d'humain. Dis donc. Je t'avoue que ça a l'air vraiment passionnant, ton sujet. Et tu m'as parlé aussi pareil, d'un homme sauvage, mais plus petit, celui-ci. Alors oui, le petit homme sauvage. Alors moi, il faut savoir que il y a beaucoup, c'est comme avec le loup-garou, il y a beaucoup de termes qu'on peut utiliser. On peut utiliser homme sauvage, HSV. Moi, pour différencier les deux types d'hommes sauvages qu'on peut croiser en France, j'utilise bretou et carcari. D'accord. Bretou, c'est le gros homme sauvage. C'est comme ça qu'on l'appelait dans le temps dans le Val-de-Marne. Et carcari, c'est le petit homme sauvage. C'est grossièrement ce qu'on pourrait appeler un lutin, mais rien à voir avec les lutins des contes. C'est un être sauvage, humain, légèrement plus humain quand même que le grand homme sauvage. Il y a notamment eu un témoignage en 1997 à Morillon, donc au-dessus d'Annecy, en Haute-Savoie, je ne sais plus si c'était en Haute-Savoie ou en Savoie, Annecy, qui est un témoignage avec toute une colonie de vacances, les moniteurs et les enfants, qui ont vu un être comme ça émerger des buissons et qui s'est enfui. Et il y a eu un rapport de police, encore une fois. D'accord. Ça fait Et beaucoup de témoins. cet être-là, ah oui, oui, oui. Et après, il y a Florent Barrère, donc un cryptozoologue français qui est assez connu dans son domaine. Il allait faire, on va dire, une petite enquête là-bas. Il a interrogé une fermière qui aurait vu en 2009 des lutins traverser devant sa voiture, des espèces entre le lutin et le singe. On va dire. D'accord, donc ça veut Donc dire oui, que lui, il a fait il a utilisé l'appellation lutin. Ça doit être par rapport à la alors oui, taille, en fait. la paysanne qui en a parlé a utilisé l'appellation le lutin. Ouais. Ah, Souvent, on a ça. Pour le grand homme sauvage, on a souvent le terme local. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire j'ai vu un gorille, j'ai vu un orang-outan, j'ai vu le yéti. Et pour le petit, c'est souvent j'ai vu un lutin. oui. Le petit est donc un homme sauvage très petit, donc 1 mètre 30. Donc, et qui est, on va dire, plus évolué que le grand, puisque il aurait un début d'habit primitif, donc avec, on va dire, de la peau de mouton grossièrement taillée, ou peau d'autre animal d'ailleurs, des outils primitifs, donc des pierres taillées oui, de façon archaïque, une espèce de besace, de massue improvisée. Euh, et euh, oui, donc Florent Barrère est allé faire enquête là-bas. Et il aurait trouvé, alors ça c'est sur le site de Florent
pareil, on peut le lire, il aurait trouvé justement des terriers de 1 mètre de diamètre, et au fond, il y aurait eu des braises chaudes. Donc, on suppose que celui-là sait faire du feu, comparé au grand qui ne sait que réanimer le feu, mais qui ne sait pas en faire. D'accord. Ah, ça doit être assez spécial quand même de tomber là-dessus. Ah oui, oui. Alors, pour avoir vu un, je suis quasiment sûr, et le deuxième, je suis moins sûr, mais ça fait quelque chose. Ah, on ne dort pas bien la nuit d'après. Ouais. Et, Ouais, ça fait euh, quelque chose. et donc toi tu penses que ce petit être, lui, serait plus évolué que le grand. Oui, mais même facialement, il ressemble moins à un singe. Il est plus humain facialement. D'accord, ouais, il se rapprocherait plus des caractéristiques humaines. Et, et paradoxalement, le petit court à 4 pattes, alors que le grand n'a jamais la position quadrupède. D'accord, Ça, c'est un paradoxe, qu'il part à 4 pattes. Comme un lièvre, c'était les témoins de la Haute-Savoie qui ont dit il est parti en courant comme un lièvre. d'accord. Donc ça veut dire qu'il peut être debout, tu penses, et ensuite pour aller plus vite, il utiliserait Et les... ils l'ont vu arriver debout avec son bâton. Et puis, quand il l'a vu et que l'être il s'est enfui comme un lièvre. Donc, c'est-à-dire en s'aidant de ses pattes arrière, ses pieds qui étaient assez grands par rapport à son corps, et pour faire des bonds, D'accord, comme le ferait un lièvre. Alors que l'homme sauvage, pour en avoir vu un, je peux jamais être sûr à 100%, mais je ne vois pas franchement ce que ça pourrait être d'autre. Lui, quand il court, ou plutôt qu'il trottine, on va dire, parce que je pense pas qu'il courait vraiment, lui, c'est toujours debout. Je J'ai jamais rien entendu du grand homme sauvage qui marchait à 4 pattes. d'accord. Alors j'ai vu des photos aussi que tu m'as envoyées où il y a des empreintes. Donc ça, c'est les empreintes aussi de l'homme sauvage que tu aurais vu? Alors oui, oui, ça c'est les empreintes. Je t'avais envoyé une empreinte qu'on voyait assez bien. Oui, oui, Ça, oui. c'est l'empreinte que j'ai prise à Irati, donc le même jour, enfin, après, sur le passage de l'être qu'on peut voir en photo. D'accord. Alors, sur la photo, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde vite fait, on peut voir 3 orteils. En fait, il y en a 5, mais les 2 autres, ils se sont très mal imprimés dans la glaise. D'accord. Ouais, mais c'est vrai Mais qu'il y en a une hein, où on voit vraiment bien le pied, quoi. oui, on voit bien le pied. Et le mieux, c'est que j'ai des moulages de pieds et que je les ai là. J'en montre un. Ouais, Alors ça c'est un pied qui fait à peu près 30 centimètres. d'accord. Moi, je chausse du 45. J'ai déjà des grands pieds. Celui-là me dépasse un peu, mais ça pourrait rester dans les pieds humains assez grands. Ouais, donc Par contre, j'en ai un autre. ouais, un grand pied, vraiment un grand pied, quoi. Par contre, j'en ai un autre que le pouce s'est mal imprimé parce que j'ai mis le plâtre un peu n'importe comment sur celui-là. Celle-là est Celui-là, on se balèze, hein. rapproche quand même. On se rapproche du 40 centimètres, donc une pointure de 60. Ouais, celle-là est balèze. J'aimerais pas me tromper par celui-là. D'accord, ok. Et ce qui est bien, c'est que sur les moulages que j'ai fait, alors là on voit pas, parce qu'avec la résolution vidéo, on voit pas bien, mais il y a des empreintes digitales qui Ah, ont été carrément, imprimées. d'accord. Oui, oui, on peut voir les empreintes digitales. Les orteils sont assez costauds, hein, d'ailleurs, hein. Oui, oui, les orteils sont costauds et sur le plus grand, ils sont assez longs comparé à ceux qu'on peut trouver chez un humain normal. D'accord. Alors, les deux ne viennent pas de la même piste. Et quand tu pars comme ça en expédition, tu restes quelques jours dans les bois ou Oui. comment ça se passe? Alors, je fais à peu près comme je peux parce que je j'y vais pas tout seul, hein. Oui, oui. Donc, comme tout le monde peut. Mais oui, normalement, j'y reste, allez, je dis entre 4 et une semaine et demie à peu près. La première à Irati, j'y suis resté plus d'une semaine. D'accord. Ah oui, quand même. Plus d'une semaine, et puis celle de cette année au Béarn, j'y ai dû rester 5 jours. D'accord, oui. Donc tu restes un bon petit moment, quoi. Oui, oui, un moment, bah, c'est ça hein, qu'il faut. Normalement, pour être sûr et certain, comme disait Jean-Louis Morette, qui est un Breton qui part dans le Caucase à la recherche de l'homme sauvage, mais dans le Caucase, hein, en République russe de Tchakaïvo-Tcherkassy, il a dit que pour avoir la chance, pour espérer avoir la chance d'établir un contact là-bas, il faut au moins rester 2 mois. D'accord. Donc on va dire j'ai eu de la chance avec celle que j'ai fait
d'avoir pu avoir un semblant de contact, parce que c'était très rapide, avec 5 jours, enfin non, plus d'une semaine, et les 5 jours pour celle de 2021. Ouais, donc c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu connais vraiment bien le sujet, quoi. Vraiment. Je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup de livres sur le sujet, là, que j'ai lu plusieurs fois à chaque fois. En fait, les documents en français, encore plus, sur le sujet, on n'en trouve pas beaucoup, honnêtement. C'est ça hein, le problème. Oui, puis je pense qu'il y a peut-être des témoins aussi qui ont du mal à prendre la parole. C'est-à-dire que aller Ah, mais parler ouvertement en disant oui, j'ai vu comme cette dame qui a vu des lutins, qui a employé le mot lutin, ou d'autres qui diront j'ai vu un Bigfoot entre parenthèses bien sûr entre guillemets en France. Beaucoup de gens vont peut-être dans un premier temps rigoler ou se dire oula lui il est un peu barré lui. Donc je pense que ça va pas être évident de parler de ça. c'est Autant totalement les ça, parce que fantômes, les ovnis sont devenus presque dire ça en 2021 pour moi c'est presque une normalité. Mais là par contre quand ça touche à une créature, ça peut être plus compliqué. Surtout celle que tu décris, qui a l'air quand même très rare. Donc ça doit pas être facile de pouvoir la croiser. Donc je pense que ça va peut-être pas être évident pour des témoins. Et du coup je pense qu'à travers cette vidéo, s'il y a des témoins là qui nous regardent et qui ont vu cette créature, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin un petit appel en même temps. et, oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'en France, c'est un sujet en fait, ce qui est les faits, c'est que en Amérique du Nord et en Russie, ce sujet-là, il est médiatisé. Et donc, les gens qui auraient vu quelque chose vont plus facilement en parler parce que les habitants de ces pays-là connaissent le sujet, qu'ils y croient et qu'ils y croient pas. Mais comme on n'en parle jamais de ce sujet-là dans notre pays à nous, eh bien, les gens qui ont vu ne vont pas forcément, et même les gens qui ont vu un homme sauvage ne vont pas forcément savoir qu'ils ont vu un homme sauvage et ils ne vont pas en parler. Oui. C'est ça, Oui. c'est le problème de la médiatisation, c'est qu'en France, on n'en parle pas. Et même en Angleterre ou en Irlande, où il y a aussi des témoignages de l'homme sauvage, là-bas, on en parle un peu plus parce que c'est plus médiatisé, justement. Ouais, ils ont moins peur de prendre la Hum. parole. Ah non, ils ont moins peur parce que la chose, c'est comme c'est plus médiatisé, plus de gens sont ouverts sur le sujet, justement. Ouais, ouais. Oui, je le vois parce que moi je traite souvent avec des témoins aux États-Unis. Et c'est vrai que quand j'échange avec eux, j'ai l'impression que là-bas, quand même, ils sont à des années-lumière en avance sur le côté ouverture d'esprit, qu'ici en France, où on a du mal vraiment encore à parler on va dire, de cryptozoologie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Beaucoup de Mais, gens en fait en France s'y intéressent, mais c'est vrai que médiatiquement, c'est pas exposé quoi. non, c'est pas exposé, et quand c'est exposé, comme les gens ne sont pas habitués, ça part en moquerie de toutes sortes, comme l'agence de police ou de gendarmerie, je sais plus, en Loir-et-Cher, qui avait Oui, annoncé que quelqu'un les avait appelés pour un loup-garou. Alors exactement. là, c'était moquerie à tir-larigot, pour quelques cas d'hommes sauvages, notamment celui de la Drôme aussi. Et donc, oui, ça donne encore moins envie aux témoins d'en parler. Alors je me suis intéressé, tu fais bien de souligner cette histoire, je me suis intéressé ouais, ça t'appelle du Loir-et-Cher. Il tourne l'histoire au ridicule et je me dis que c'est vrai que le témoin, le pauvre, au final il se dit ben lui il a voulu simplement parler parce que peut-être que ce qu'il a vu ça s'est réellement passé. Et quand il doit lire donc l'article sur ce sujet, forcément ça donne pas envie aux gens ben, de témoigner, forcément. Parce que, ben voilà, Ah si c'est oui, pour qu'on se moque d'eux ou que les gens me les prennent pour des fous, je peux comprendre et ça se respecte que ça soit compliqué, quoi. ah oui, Ce qui est oui, dommage hein, mais par la même occasion. c'est totalement ça. Totalement ça. Et puis, en France, et puis pensons aussi aux témoignages en Espagne. J'en ai vu beaucoup en Espagne, notamment du côté du Pays Basque espagnol, en Italie, en Suisse, en Allemagne et même en Belgique, dans les Ardennes un petit peu. Enfin, ça, D'accord. c'est plus pour le fameux petit homme sauvage dans les Ardennes. Et là-bas, ils retrouvent à peu près le même problème. En tout cas, avec ce que j'ai discuté, c'est le problème de médiatisation. En fait, c'est un problème qui ne touche pas forcément la France, mais l'Europe, quasiment toute l'Europe, si on exclut l'Europe du Nord, la Suède, la Norvège,
Là-bas, c'est médiatisé et il y a beaucoup de témoignages et les îles britanniques. Oui, donc oui, bah, c'est ça, c'est bah, encore c'est le média, c'est le média et c'est l'information. C'est ça qui nous manque en fait. C'est ce que je me dis si c'est médiatisé, alors si c'est pas fait par la télé, par les médias télévisés, moi je me dis, mais si on le fait ici sur les réseaux, sur la plateforme YouTube, je me dis, mais déjà ça peut peut-être rassurer des gens, mais déjà qu'on en parle, qu'on expose le sujet, parce que comme je l'ai dit, moi j'ai recherché homme sauvage et tout ça quand tu m'as écrit, et c'est vrai que j'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé quoi. Et honnêtement, voilà, quand je t'écoute, je me dis, ah ouais, le gars, on voit que vraiment t'as vraiment bien taffé là-dessus. Et je pense que ça va peut-être amener les gens, peut-être un jour, à un peu plus se dévoiler, peut-être à prendre la parole sur le sujet. Ah mais j'espère parce que en fait, quand on regarde les témoins sur le dogma de loup-garou en France, il y en a presque aucun avant la sortie de la vidéo du témoignage sur la chaîne de Lionel Camille. En Oui, fait, c'est vraiment ça qui a déclenché la vague de. Alors si, j'en avais entendu trois ou quatre avant qui témoignaient sous la vidéo qu'ils sont dû réactiver souvent, mais il y avait presque rien. Et puis quand il a sorti la vidéo, il y a eu commencé à avoir des témoignages, ah oui, moi j'ai vu ça, j'en ai vu un passer devant ma voiture, et en fait c'est ça qui a été l'élément déclencheur, et maintenant on trouve oui, bah, des centaines de témoignages qui viennent de tous les quatre coins de la France et de l'Europe. Et c'est grâce à la vidéo de Lionel Camille qu'on a pu arriver à ce stade-là. Je ne dirais pas non. Parce que le loup-garou, quand même, on a commencé à s'y intéresser quand même plus tard que l'homme sauvage. Alors, je pense que les premiers qui se sont vraiment intéressés en Europe au sujet du loup-garou, c'était en Angleterre, c'était de la deuxième moitié du XXe siècle à peu près. Alors ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas non plus ultra calé sur le sujet. Mais l'homme sauvage, on a quand même des témoignages que, on va dire, il y a eu un travail de recherche qui a été fait début 20e et fin 19e. d'accord. C'est vrai que moi, alors au début c'était Dogman, parce que je m'en rappelle, Lionel Camille avait sorti une vidéo sur Dogman. Alors moi déjà je travaillais sur le sujet depuis un moment, hein. Voilà, parce que bon, moi j'ai été témoin donc de cette, on va dire cette créature, mais c'est quelque chose que je garde personnellement pour moi. Voilà, et c'est ce qui a fait que voilà, je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Enfin, un moment que je travaillais là-dessus, enfin que voilà, je m'étais mis en relation avec des personnes aux États-Unis et tout ça, parce qu'à l'époque on n'entendait pas du tout parler ici en France. Mais moi, je suis pas youtubeur, si tu veux, donc je ne souhaitais pas forcément faire une chaîne sur le sujet ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand j'ai vu Lionel Camille en parler, j'ai fait waouh, ça y est, enfin un mec qui prend la parole et qui parle de ce fameux Dogman aux États-Unis. Donc si tu veux, j'étais super content, je me suis dit génial. Et puis hélas, quelques vidéos après, il a subi trop de pression et il a décidé, d'après ce que j'ai compris, d'arrêter de parler de ce loup-garou Dogman. Enfin, on peut lui trouver toutes les étymologies possibles. Mais du coup, zut quoi. Et ben moi après je me suis dit ben, que j'allais prendre un peu le relais quoi, que j'allais après tout c'est vrai que j'avais beaucoup de stock et je me suis dit autant l'utiliser et je me suis dit allez il faut que je me lance après tout voilà c'est aussi une passion que j'ai envie de partager et donc c'est pour ça que j'ai ouvert du coup par la suite Connexion Mystère. Et voilà, et je suis content de te recevoir du coup aujourd'hui pour entendre parler de cet homme sauvage et tout ça, parce que tu vois, ben, je connaissais pas, ça fait du bien. Surtout pendant une période Covid où c'est très compliqué, où les gens commencent à en avoir marre de tout. Comme je dis sur ma chaîne, il faut rendre un peu ce monde un peu plus fantastique. Et je pense que peu importe si on y croit ou si on n'y croit pas, mais écouter ce genre d'histoire, ça permet de s'ouvrir à autre chose et ça nous permet de se déconnecter un petit peu pendant un petit moment voilà, sur l'émerveillement, sur le fantastique du coup. Voilà, et ça fait du bien, surtout en cette période. Ah ouais, parfaitement. Alors, pour la vidéo de Lionel Camille, ce qui est assez drôle, c'est que j'étais abonné depuis des années à la chaîne de Lionel Camille. Et quand il a sorti sa vidéo Dogman en France, je connaissais le Dogman, mais pour moi, le Dogman, c'était États-Unis. Donc, quand j'ai lu ça, C'est j'ai dit, ça. ah je prenais pas ça au sérieux quand j'ai lu le titre. J'ai fait, oh, c'est quoi encore cette histoire? Donc, j'ai cliqué, j'ai regardé, et quand il a dit près de Nice, il faut savoir que j'étais à côté de Cagnes-sur-Mer. C'était en confinement, en premier confinement. Quand il a dit à côté de Nice, là, j'ai frissonné. Je me suis dit à côté de chez moi. Et finalement, bon, je me suis ouvert au sujet du Dogman en France. Mais au début, j'avais un peu du mal parce que j'étais, on va dire, oui, bah, j'avais un peu catalogué Dogman, États-Unis. Mais une fois qu'on a mieux réfléchi et qu'on a trouvé des documents dessus,
C'est vrai que cette bête, le loup-garou, peut absolument évoluer en Europe de l'Ouest. Toi aussi, tu t'intéresses à tout ce qui est loup-garou, on va dire. En tout cas, en France, moi, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Ah oui. Alors, en France, à part l'homme sauvage qui m'intéresse, il faut savoir que, bon, on a deux cryptides principales en France, l'homme sauvage et le loup-garou. Après, on a des plus mineurs, il y a les fameux monstres marins qui ont été vus aux alentours de la France, il y a le fameux reptile serpent de Savoie, mais le loup-garou reste quand même un, si ce n'est le cryptide en France avec, où on a le plus de témoignages à son sujet. Et je m'y suis intéressé à partir de la vidéo de Lionel Camille. Et alors, je n'ai pas eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de voir une de ces bêtes, si elles sont présentes parmi nous. Mais néanmoins, je t'ai envoyé des photos, non loin du lieu de témoignage de Alain, donc de la première vidéo de Lionel Camille, j'ai pu photographier des traces de ce qui paraît être un chien extrêmement grosse. Et que c'était durant le, non, je crois que c'était durant l'été après le premier confinement, donc l'été 2020, où on se baladait avec les chiens. Et puis j'ai vu ces empreintes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un monstre qui a laissé ces empreintes. Et donc j'avais mis ma tongue à côté, j'avais fait des photos de ces empreintes, elles sont extrêmement grosses. Alors je ne dis pas que c'était des empreintes de loup-garou, mais c'est quand même bizarre de trouver des empreintes de canidés si grosses à côté d'un lieu de témoignage. Oui, t'as trouvé ça troublant, quoi. Il faut prendre une photo, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Et puis, mon ami Valentin Barbero, qui travaille en Alsace et que je vais rejoindre dans une semaine pour une espèce d'expédition improvisée dans les Vosges, lui a photographié aussi des empreintes de canidés trouvées dans la neige, des empreintes de canidés qui étaient énormes. Il m'avait envoyé ça, il m'avait dit, regarde le monstre qui est passé. Alors oui, c'est très très troublant, très troublant. Et j'avais trouvé une autre empreinte assez étrange dans les Alpes d'Haute-Provence, donc dans le 04, qui avait les orteils un peu plus écartés. Ça, je ne sais pas si c'était parce qu'il y a les loups là-bas. Donc, je ne sais pas si c'était un loup, un très gros loup, ou si c'était autre chose. Donc là, actuellement, je suis en Bourgogne et je le rejoins chez lui en Alsace pour une espèce d'expédition improvisée dans les forêts des Vosges alsaciennes pour qu'il me montre un peu les techniques qu'il utilise. Parce qu'il a eu de bons résultats. Il a fait des photos floues de ce qui pourrait s'apparenter à des silhouettes d'hommes sauvages aussi. Donc, on va voir, on va voir. Et je te tiendrai au courant si on a eu des bons résultats. Ah ben carrément, hein. Si t'as des résultats, tu reviens ici, hein. Bah, volontiers. Bon, oui, super. Et alors, on parle d'empreintes. Moi, je reçois énormément d'empreintes donc aux États-Unis de personnes qui me contactent. Donc, qui me donnent en fait des empreintes comme si j'étais un expert, que je savais tout. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à des vétérinaires. Parce que c'est vrai que ces empreintes sont quand même assez spéciales. C'est-à-dire que souvent, ça fait comme la marche d'un homme. C'est-à-dire que ça fait pas comme quand un animal court, un canidé, où ça fait tac 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 tac, où on voit la patte de droite et gauche l'une à côté de l'autre. Là, on voit vraiment que ça fait comme une marche humaine, un pas l'un après l'autre. Donc ça, déjà, c'est très suspect. Et ensuite, ce qui est encore plus suspect, c'est que souvent, on a le talon de l'animal. Alors que si on prend un chien, on voit très bien donc le talon, il est souvent en haut avec la dernière griffe ici là. Donc c'est comme ça. Donc s'il marche avec le talon posé, ça veut dire que le chien, tu vois, il faudrait qu'il marche vraiment bizarrement. Donc ça c'est très bizarre. Donc là-dessus, il semble les vétérinaires se sont arrêtés sur le galop rotatif. Tout ça c'est comme ça qu'ils me l'ont expliqué. Donc un galop rotatif permet en fait du fait que le talon se pose au sol, mais c'est surtout chez les grands canidés, c'est-à-dire les lions, les guépards. Tu vois. Et là, quand j'ai donc demandé à avoir des réponses auprès des vétérinaires, ils ont vu que la taille était déjà très massive. Donc ils m'ont dit c'est un animal très massif, très balèze. Ensuite, il m'a dit donc pour le talon, ils ont expliqué ça avec un galop rotatif. Par contre, là où ils se sont joints, qui n'arrivent pas à avoir de réponse, c'est comment ça se fait que par contre, il y a cette marche, un pas devant l'autre, comme quelqu'un qui marchera avec deux jambes, quoi. Et là-dessus, du coup, j'ai pas vraiment de réponse. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est là où en tout cas je reçois le plus de témoignages à l'heure actuelle et de photos. Ça, il y a d'autres pays aussi, mais
comme je te dis, j'en parle pas pour l'instant, mais ça va être une grosse surprise pour pas mal de monde aussi et sur la sphère YouTube française. Mais du coup, voilà, je me suis renseigné vraiment auprès des vétérinaires et voilà, donc ils ont trouvé une explication. Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas, ça suffit pas. Tu vois ce que je veux dire, hein, Non, c'est c'est pas satisfaisant quoi, comme voilà, explication, disons. c'est un petit peu ça. On reste encore dans ce flou, quoi. Oui, mais alors c'est vrai, ce que tu dis, c'est que les chiens, en fait, les canidés, on appelle ça des digitigrades parce qu'ils marchent sur les doigts. Donc c'est vrai que si c'est le talon qui appuie, c'est pas normal. Parce Exactement. que les canidés sont faits pour marcher sur les doigts. C'est des digitigrades opposés aux plantigrades, comme les ours et l'homme qui marchent sur la plante. Donc le déplacement du loup-garou est décrit comme assez étrange, hein. Dans le témoignage d'Alain, il se déplace un peu comme un gorille. Alors que, bon, pourtant, j'ai pas trouvé de. Enfin, j'ai jamais trouvé de photos de pistes avec les pattes avant. Je n'ai trouvé uniquement donc avec les pattes arrière, hein, comme tu dis. Donc oui, il a un déplacement assez spécial, le loup-garou. Et j'ai ma théorie sur ce que pourrait être le loup-garou. Alors, c'est une théorie, bien sûr, de façon, on va dire, expliquée de façon scientifique. Alors, ma théorie, ça On serait que l'écoute. le loup-garou serait donc une espèce de canidé qui ne serait pas un loup, qui aurait donc divergé de la branche du loup il y a plusieurs millions d'années. Et pourquoi il se serait redressé sur ses pattes? Simple parce que ce serait un animal qui serait devenu arboricole. Et donc, cette manière de se déplacer debout, hein, légèrement à quatre pattes comme un gorille, c'est typique des animaux arboricoles comme le lémurien ou le raton laveur, on va dire. Et donc, pour moi, le loup-garou, c'est un canidé donc, qui s'est spécialisé dans la vie arboricole. C'est pour ça que le témoin québécois que tu avais interviewé dans la dernière vidéo, là, il disait qu'il en avait vu dans les arbres. Oui. Parce que c'est un Ce qui m'a animal pas qui monte surpris, dans hein, les d'ailleurs, arbres. hein. Oui, oui. Ah oui, oui, mais vu la longueur des bras, oui, c'est taillé comme un singe. D'ailleurs, beaucoup ont fait le parallèle entre cette bête et le babouin. C'est pas pour rien, hein. Hmm. Alors ça, c'est ma théorie. Je l'ai pas encore bien, on va dire. J'ai pas encore de preuves, d'arguments pour l'étayer, mais je pense que pour moi, c'est l'explication que j'ai trouvée. Ce serait que c'est un animal spécialisé pour les arbres. En tout Ah oui, cas, oui. vu comme il est physiquement, comme on le décrit, je pense qu'il est tout à fait possible pour ce genre de créature de monter aussi dans les arbres. Vu qu'il est Et outillé mon, pour ça. Physiquement, on sent que voilà, c'est costaud quoi. le loup-garou, il monte dans les arbres, il court sur la terre, il nage très bien. C'est un animal qui peut à peu près se sortir de toutes les situations, hein, dans à peu près tous les habitats. Qu'on le retrouve souvent dans les lieux où il y a des marécages, des rivières. C'est souvent le cas hein, quand on parle du loup-garou. Oui, C'est, il peut s'adapter à tous les habitats. oui, parce que moi, souvent, là, ben là je suis en train de traiter un autre témoignage aux États-Unis. Et souvent, quand les personnes me font des photos ou des vidéos expliquant où ils ont eu cette rencontre, il y a souvent un marais, une rivière ou un lac non loin. Tu vois. Donc il y a un lien, je pense, aussi avec l'eau. Ouais. Souvent, en fait, quand les marais, les lacs, c'est là où la faune se rassemble, la faune aquatique et puis la faune non aquatique pour venir s'abreuver. Et donc, pour les prédateurs, souvent, on trouve une concentration autour des points d'eau. Ouais, ouais, ça se Parce que, comprend, ouais, ça fait si, le lien. parce que le dogman, on a assez peu de témoignages comparé à ce qu'on pourrait croire de dogman qui chasse. Le dogman, à mon avis, c'est plutôt, enfin, le dogman loup-garou, c'est plutôt une bestiole qui mange des charognes. En fait, c'est pour ça souvent qu'on les voit au bord de la route, à mon avis, c'est parce qu'ils cherchent la nourriture. Donc, les animaux qui se font écraser, les fameux roadkill. Euh, mais néanmoins, ça n'empêche pas hein, les vautours mangent des charognes et puis les vautours, des fois, ça arrive qu'ils tuent un agneau qui le mange, hein. C'est un Ouais. animal qui peut. Pour moi, le loup-garou, il peut faire les deux, hein. Donc, qu'on le retrouve au bord des points d'eau, à mon avis, ça peut s'expliquer par le fait que les prédateurs attendent près des points d'eau, hein. Oui, ça fait le lien. Bien. Bon, en tout cas, moi, je t'attends pour si t'as des choses à me dire, si tu trouves des choses intéressantes lors de ta prochaine expédition, je veux ton retour ici, hein. Ah, mais Voilà. volontiers, si, et je te tiens au courant.
Ouais, voilà. De toute façon, on reste en contact. Et puis, Ah oui, oui. encore une fois, je pense que c'est un sujet qui est, alors une fois de plus, sensible, mais c'est un sujet dont il fallait parler, parce que tu vois, moi, par exemple, je ne le connaissais pas du tout. Et ça va permettre aussi aux gens là qui nous regardent voilà, de faire connaissance avec ce sujet-là. Et peut-être que dans ces gens qui regardent cette vidéo, peut-être y aura-t-il des témoins, sait-on jamais. En tout cas, c'est bien d'avoir pris la parole là-dessus. C'est bien que tu l'aies fait en plus à visage découvert, comme ça, que tu te sois exprimé sur le sujet. Tu l'as très bien fait. Et puis, en plus de ça, j'ai envie de dire, on sent aussi le passionné. C'est-à-dire que c'est facile pour toi de parler de ça. C'est très fluide. Voilà. Ah Et donc, bon. du coup, pour moi, c'est très agréable parce que je suis là, j'écoute et je me dis, waouh, ah ouais, le mec, quand même, il a bossé là-dessus, quoi, on le sent, quoi. C'est pas un rigolo. Ah bah je suis flatté hein, que tu me dises ça parce que ça fait quelques années C'est comme déjà ça que que je je le ressens, moi, en m'intéresse tout à cas. ce. Moi, je le ressens comme Ah ça. bon. Bon, mon rêve absolu à moi, ça serait d'organiser une expédition au Bhoutan pour traquer le Yéti. Parce que vraiment, moi, mon cryptide préféré parmi tous, c'est le Yéti de l'Himalaya. J'ai plusieurs livres là-dessus. Bon, alors pour l'instant, j'ai pas le budget pour y aller. Et puis, bon, avec le Covid, pour aller dans les pays asiatiques, il vaut mieux laisser tomber. Mais mon Ouais, rêve, ça serait ça. Ça serait d'aller au Bhoutan. Mais bon, espérons qu'on sorte vite de cette phase de Covid parce que ça commence à devenir barbare. oui, oui, compliqué. Puis moi, je vais te dire, hein, à la base, je devais ouvrir ma chaîne avec, pour être le premier, en fait, à faire un documentaire sur l'American Werewolf, donc au Michigan et au Wisconsin. Donc c'est pour ça que j'ai des témoins très populaires là-bas aux États-Unis qui ont fait les plus grosses émissions sur le sujet. Et avec qui je suis en contact et qui sont devenus mes amis aussi finalement. Donc c'est vraiment super et avec qui je suis en contact permanent. Et je devais en fait arriver, ouvrir ma chaîne avec donc ce fameux reportage. Mais j'avais même été invité pour témoigner et participer à la conférence de la bête de Bray Road en octobre et ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a ce Covid qui bloque. Donc c'est pour ça que je me suis dit au bout d'un moment, il faut que je me lance, je peux plus attendre. Donc j'ai décidé d'ouvrir la chaîne avec les témoignages que j'avais déjà, voilà, que j'ai traité et que j'expose sur la chaîne. Et ensuite, pareil, j'ai une chaîne aussi qui traite qui parle de la culture japonaise, voilà, parce que j'aime beaucoup le Japon, l'univers en tout cas. Et je devais aussi avoir l'exclusivité de faire visiter le Super Nintendo World, donc à Osaka, à l'Universal Studio. Et donc je vais être le premier français, pareil. Et donc je voulais ouvrir ma chaîne avec cette exclusivité. Et en plus, j'avais eu la voix, j'ai réussi à avoir la voix de Brigitte Lecordier, qui est la voix de Son Goku. Euh, donc, dans Voilà, la... c'est pour dire. Voilà, donc, ouais, pour moi, c'était un rêve aussi. Ça rigole pas. Hein. Bienvenue sur Connexion Japon. Voilà, mais ce qui est triste, c'est encore une fois, c'est que j'ai vécu donc cette première vidéo du Super Nintendo World exposée sur YouTube par un francophone qui vivait déjà là-bas, mais je l'ai vécu sur mon canapé chez moi. Parce que ben, le Non. Covid a tout bloqué. Donc ça a été très difficile, c'est une période difficile pour moi. Mais voilà, je suis quelqu'un qui est très déterminé, qui rebondit toujours, qui a pas peur des échecs, et qui C'est avance, bien. et qui essaye de réaliser ses rêves aussi, parce que dans mon domaine qui est la danse, j'ai réalisé mes rêves, voilà, dans ce domaine-là. Et donc à côté, je me dis que voilà, les passions pour moi, c'est vraiment un épanouissement personnel important dans la vie. C'est un moteur vraiment essentiel. Et j'aime aussi partir de rien. C'est d'autant plus intéressant de partir de rien parce que du coup on se permet de découvrir beaucoup plus de choses et en même temps on acquérit de l'expérience. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. Et regarde aujourd'hui, Connexion Mystère, et t'es avec moi, tu me parles de loup-garou, d'hommes sauvages, et je kiffe, c'est génial, voilà. Et j'espère que les gens qui nous regardent, voilà, prennent aussi du plaisir. Voilà. Ah, pour le Japon, j'aimerais bien y aller aussi, parce que au Japon, il y a un cryptide intéressant, c'est l'Ibagon. C'est qu'il y a aussi des témoignages de genre d'hommes sauvages au Japon, dans la préfecture de Hiroshima. D'accord. Ah ça m'intéresse de savoir du coup au Japon. C'est vrai qu'il Oui, faudrait que je oui. vois ce qu'on a là-bas. C'est qu'il y en a, alors visiblement, il n'y a pas eu beaucoup de témoignages, mais il y en a eu quand même historiquement depuis plusieurs siècles dans la préfecture d'Hiroshima, donc qui est D'accord, dans ok. l'île sud. Et Très notamment bien. autour de la montagne du mont Iba, qui a donné Iba, et la créature s'appelle le Libagon.
D'accord. Je vais me renseigner sur le sujet. Bah écoute Dimitri, je te remercie beaucoup. Mais je te remercie Vraiment, aussi. merci pour ton temps, merci pour ta participation Oui. ici sur la chaîne. Voilà les gens, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes intéressés à poser des questions à Dimitri. Il prendra le temps d'y répondre, je pense. Voilà, je laisserai Bien sûr. sa page peut-être ou son contact dans la description. Voilà. Comme ça, vous pourrez le contacter plus facilement. Voilà, en tout cas, voilà, encore merci, merci beaucoup. Je te Merci souhaite beaucoup. Bonne de trouver continuation. d'avoir encore plus de preuves, parce que je pense que c'est ce que tu souhaites. Je te le souhaite vraiment Ah du bah fond oui, du cœur. oui, oui, bien sûr. Et puis Ah bah voilà, merci beaucoup. et je te dis à très bientôt ben, sur la chaîne, sûrement. À très bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye. Salut tout le monde.